Donc, je m'appelle Patricia Franco et je suis neuropédiatre. Et donc, je suis responsable du centre de référence maladies rares, narcolepsie, hypersomnie à Lyon. Alors, nous sommes une toute petite équipe. Donc, 3 médecins pour un mi-temps dédié à cette activité. Et puis, nous avons aussi une secrétaire mi-temps. Alors, et puis un psychologue avec une vacation. Et depuis le renouvellement de notre centre, aussi une ARC qui est là mi-temps. Alors, nous avons donc notre unité qui est dans un hôpital pédiatrique, l'hôpital femmes-mères-enfants, et nous avons la chance d'avoir quand même un endroit qui est tout à fait neuf, puisqu'on a déménagé en 2015 et avec 3 lits dédiés au sommeil de l'enfant. Alors, nous travaillons en équipe avec le CRNL et en particulier une équipe de recherche, l'équipe Walking, qui s'occupe des mécanismes de l'éveil. Donc, nous formons donc un centre de référence. Au départ, il y en avait 2. Vous voyez ici, c'était un de ces 2. Nous étions donc regroupés avec le professeur Dauvilliers comme coordinateur à Montpellier, Isabelle Arnuf à Paris, Michel Le Sando à Paris aussi et moi. Et il y a aussi un centre qui était à Créteil. En 2017, le deuxième centre qui avait vu le jour avant nous a rejoint. Et donc nous sommes tous maintenant ensemble avec donc l'équipe de monsieur Damien Léger à Paris et de Pierre Philippe à Bordeaux. Et tout le monde dans la même filière Brain Team. Alors la narcolepsie, c'est une maladie rare, évidemment, 0,03%, qui débute pour 50% dans l'enfance, donc c'est une maladie pédiatrique. Elle est caractérisée par des accès de somnolence, diurne irrésistible, des chutes du tonus musculaire aux émotions, surtout au rire, et aussi d'autres signes comme les hallucinations hypnagogiques au moment de l'endormissement ou à l'éveil et les paralysies du sommeil lors du réveil. On a aussi des patients qui ont une mauvaise qualité de sommeil. Alors, tous ces symptômes proviennent en fait d'une cause qui a été mise en évidence dans les années 2000. Cette narcolepsie cataplexie est due à une perte des cellules à hypocrétine qui se trouvent dans l'hypothalamus chez ces patients. Et je pense que Michel vous en parlera un peu plus sur les mécanismes probablement auto-immuns. Alors, comment on fait le diagnostic? Eh bien, en général, donc on enregistre ces patients, on fait une polysomnographie et ces patients ont un endormissement au sommeil paradoxal pour une grande partie d'entre eux, une mauvaise qualité de sommeil. On évite de cette manière, on regarde s'il n'y a pas d'autres pathologies du sommeil qui pourraient être responsables de cette somnolence diurne excessive. Et le lendemain, on fait des tests toutes les 2 heures et on regarde un peu la latence d'endormissement, c'est les moins de 8 minutes. Et s'il y a plus de 2 endormissements au sommeil paradoxal, que ce soit pendant les tests de latence multiple ou lors de la polysomnographie, on a notre diagnostic de narcolepsie. Alors on fait aussi d'autres analyses, on regarde le typage HLA, qui est dans 90% positif dans cette pathologie, la narcolepsie cataplexie, et on fait le dosage d'hypocrétine dans le LCR, qui est diminué chez ces patients, comme je l'ai dit précédemment. Cette mesure est actuellement, en tout cas, disponible au niveau clinique rapidement, donc à Montpellier et à Lyon. Alors, nous avons eu la chance en 2008, c'était Isabelle qui était chef de ce projet, de ce PHRC, de regrouper toutes nos données au niveau de ces patients narcoleptiques, adultes et enfants, et d'avoir le plus grand finalement groupe d'enfants narcoleptiques, je dirais presque au monde. Alors, c'était le travail, en tout cas, d'une de nos thésardes, Clara Innocente, de caractériser l'aspect clinique de ces patients narcoleptiques pédiatriques. Alors, première chose, nous avons donc montré que ces patients enfants narcoleptiques étaient à 60% obèses, surtout lorsqu'ils démarraient leur narcolepsie avant l'âge de 10 ans. En fait, ce sont des patients qui prennent 53% de ceux-ci, beaucoup de poids en début de maladie. Alors, ça a été confirmé par d'autres équipes, donc l'équipe de M. Plazzi
en Italie. Ils ont aussi montré que ces patients narcoleptiques développaient une puberté précoce lorsqu'ils débutaient leur maladie avant l'âge de 11 ans. Alors, répercussion de cette obésité chez ces patients narcoleptiques, eh bien, ils sont plus absents à l'école, ils ont plus de troubles respiratoires nocturnes, ils ont un risque de syndrome métabolique accru et d'intolérance glycédique et de dysrégulation lipidique. Donc, ce n'est pas sans risque pour eux. Alors, l'origine de cette prise de poids, en sachant que chez l'adulte, on retrouve moins cet aspect d'obésité importante, eh bien, chez l'enfant, il a été donc montré que dans ce papier qu'en début de maladie, ils ont en fait une dépense énergétique moindre. Et vous voyez que progressivement, au bout de 36 mois, cela revient en ordre, mais ça peut expliquer cette prise de poids massive en début de maladie. Alors nous aussi, on s'est posé un petit peu les questions sur ces problèmes d'obésité, l'origine, et nous avons donc envoyé une demande d'ANR avec notre collègue Sabine Plancoulin, Michel Ducendreux et Carmen Scroder sur en fait le microbiote de ces patients et leur relation avec leur métabolisme. Alors, nous avons la chance de travailler dans une équipe de recherche fondamentale et Jansen Lin, qui est responsable de cette équipe, a beaucoup travaillé sur les modèles animaux. Et donc on a des souris KO sans orexine, sans histamine, le deuxième système de l'éveil, et des doubles KO. Or, il a remarqué que c'est les doubles KO qui ont cette prise, qui ont en fait une obésité par rapport aux KO simples. Alors, une des questions a été, est-ce que chez l'enfant narcoleptique, il y a aussi une modification de la neurotransmission histaminergique? Et donc, grâce à l'apport d'un certain nombre de patients par Yves Dauvilliers, nous avons pu mener cette étude à bien. Nous avions donc 24 patients narcoleptiques par rapport à 21 contrôles et nous avons regardé les taux d'histamine et de téléméthylhistamine, qui est le métabolique direct de l'histamine. Et qu'avons-nous vu? C'est que les patients narcoleptiques ont un taux d'histamine élevé et un taux de téléméthylhistamine diminué. Et donc le ratio est diminué chez ces patients par rapport au contrôle. Alors après avoir réfléchi, ce qui semble vrai, l'hypothèse, c'est que chez ces patients narcoleptiques, en fait, il y a en fait une moins bonne neurotransmission au niveau du système histaminergique. Alors, on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, c'est ainsi qu'on interprète nos résultats. En sachant que ceux qui sont le plus obèses ont un taux d'histamine le plus élevé. Or, nous savons que aussi bien le système aorexine que le système histamine peuvent être impliqués au niveau du métabolisme. Donc nous avons depuis janvier 2019 une jeune étudiante chinoise pour une thèse de sciences et elle va donc s'intéresser à ce système histaminergique, donc puisque nos patients ont habituellement une ponction lombaire pour un dosage à orexine et à histamine et elle va regarder un petit peu s'il y a donc une corrélation entre ces taux d'histamine et les signes cliniques électrophysiologiques de la narcolepsie, aussi bien la somnolence que la prise de poids et les deux autres éléments de cette maladie. Alors nous savons que certains traitements, comme l'agoniste inverse des récepteurs présynaptiques H3, donc le pitolisant, a un effet sur la neurotransmission histaminergique. Et donc le deuxième volet de son travail, c'est de regarder quel est donc l'effet de ce traitement sur ces différents marqueurs de la maladie. Alors, problème au niveau métabolique, problème au niveau des apprentissages. Ces patients ont plus de difficultés scolaires, de redoublement, d'absentéisme. Ils ont aussi un impact sur leurs humeurs. Un quart de ces patients ont des signes de dépression qui auront un impact sur leur quotient, sur leur qualité de vie. Et Michel a prouvé, il
présentera les résultats sur l'hyperactivité qui est plus fréquente chez ces troubles du déficit de l'attention qui sont plus fréquents chez ces enfants que dans la population générale. Donc, nous avons eu tout un volet sur la consolidation mnésique chez ces enfants narcoleptiques. On sait que lorsqu'on fait un apprentissage avant le sommeil, eh bien, ça a un effet, le sommeil a un effet favorisant sur la rétention de cet apprentissage. Donc, on perd moins lorsqu'on a une période de sommeil par rapport à une période d'éveil, en tout cas pour ces apprentissages visuospatiaux. Eh bien, ces enfants narcoleptiques, lorsqu'ils sont comparés à des enfants contrôle, enfin des témoins, eh bien, on voit que eux, ils ont une perte, ils ont moins de rétention de l'apprentissage après une nuit. Et on a essayé de mettre en lien avec la qualité du sommeil ou d'autres éléments, et pour le moment, on n'a pas trouvé le lien. On aura une deuxième volet de ce travail qui était donc fait par Stéphanie Massa et notre étudiant Jean-Baptiste Souzeau lorsqu'on étudiera ces patients, mais cette fois-ci sous traitement, pour voir un petit peu l'impact de la prise en charge médicamenteuse sur ces apprentissages. Alors, une autre chercheuse de l'équipe Waking a travaillé sur les capacités attentionnelles. Alors on a Jean-Philippe Lachaud, qui est chercheur toujours au CRNL, avait développé un système pour évaluer un petit peu ces capacités attentionnelles. Et donc on a fait passer ces tests dans une grande population d'enfants dans les écoles, 522 enfants, vous voyez, d'âges différents. Et puis, on avait aussi les données sur le sommeil, sur questionnaire. Et donc, elle a mis en face les différents éléments et elle a montré que différents facteurs peuvent influencer ces capacités attentionnelles, l'âge, mais aussi la durée du test, la durée du sommeil, la chronobiologie, donc le chronotype. Et donc, elle a essayé de modéliser en fait ces facteurs, ces capacités attentionnelles en fonction de différents facteurs. Et elle va faire la même chose avec nos patients narcoleptiques, en mettant en fait tout ensemble le sommeil, la macrostructure, la microstructure, les biomarqueurs. Alors, le docteur Laure Peter-Derex est responsable avec le docteur Hélène Bastugy du centre de compétences de la narcolepsie et d'hypersomnie à Lyon pour la partie adulte. Et donc, elle a mené une étude sur le devenir, le parcours scolaire et professionnel de ces patients narcoleptiques. Alors, c'est fait sur questionnaire et sur encore un nombre qui a été assez restreint, puisqu'il y a eu 69 patients qui ont répondu. Et elle avait aussi des témoins qui étaient en fait des témoins de la même famille. Alors, vous voyez un petit peu l'âge. La moitié de ces patients avaient débuté leur maladie avant 20 ans. Alors, il y avait surtout des patients qui avaient une narcolepsie cataplexie, donc de type 1. Et on voit que finalement, ces patients ont un parcours scolaire identique que les témoins et qu'au niveau professionnel, ils sont insérés dans la vie professionnelle de la même manière. Et donc, elle n'a pas vu de différence, pas de différence au niveau de la conduite automobile, pas non plus dans le niveau de risque d'accident, sauf que ces patients conduisent moins. Alors, évidemment, ça, ce sont les grandes lignes. Après, il y a quand même les éléments de la vie quotidienne qui sont plus difficiles pour ces patients. Il y a d'autres éléments qui jouent, c'est-à-dire la motivation au travail. C'est vrai qu'ils ont peut-être moins de possibilités d'avancement dans leur carrière et ça peut impacter leur qualité de vie. Donc, ce travail va être conduit cette fois-ci dans une plus grosse étude, mettant tous les centres de référence ensemble pour obtenir au moins 400 adultes, 400 enfants avec des témoins. Et donc cette étude va être débutée cette année. Alors, dernière étude faite en collaboration avec un chercheur de notre unité INSERM. Le docteur Laurent Saunier est en fait spécialiste de la drosophile et il a montré que ces mouches qui sont privées de sommeil avaient une augmentation de l'amylase. Alors,
il a privé ensuite des adultes jeunes de sommeil et en fait cette amylase salivaire augmente. Donc nous avons utilisé finalement ce biomarqueur de la somnolence dans un travail que nous avons fait pour mettre en relation ces dosages de l'amylase salivaire avec des tests objectifs de la somnolence chez les patients narcoleptiques que nous avions donc chez nous. Et en même temps, nous avons fait une étude sur autoroute avec une bourse donc, de la Fondation Vinci. Et nous avons ainsi eu l'amylase salivaire de 400 conducteurs avec leur capacité d'attention, parce que nous avons fait faire aussi des tests attentionnels. Nous avions aussi des questionnaires pour les connaître un peu mieux. Et nous allons essayer de voir si cette amylase salivaire est un bon marqueur de la somnolence ou non. Et donc les résultats vont arriver, les analyses sont en cours. Donc tout ça, c'est pour vous montrer un petit peu ce que l'on fait dans notre équipe, en sachant que notre Michel va vous parler plus particulièrement des différents traitements et des prises en charge. Il faut savoir que nous faisons aussi beaucoup pour les patients, en relation avec l'association des patients narcoleptiques cataplectiques et des hypersomnies rares, qui développe beaucoup d'outils pour ces patients. Nous avons depuis peu des consultations multidisciplinaires avec un somnologue, un pédopsychiatre, des neuropsychologues pour les diagnostics des adolescents qui viennent chez nous pour hypersomnolence et qui sont déscolarisés. Et nous avons vu que souvent ces patients ont des problèmes, des troubles de l'humeur qui sont en premier plan et qui sont plutôt de l'ordre du refus scolaire anxieux, et que donc il faut faire bien la distinction. Ils ne doivent pas venir tous dans notre centre de référence pour faire des bilans. Et donc nous avons développé une petite mallette avec des questionnaires pour les médecins scolaires, pour les médecins généralistes, pour qu'ils fassent bien la part et qu'ils ne nous les envoient pas en premier abord chez nous. Deuxièmement, nous avons aussi des consultations multidisciplinaires avec les endocrinologues, car nos patients narcoleptiques sont souvent des obésités morbides. Et avant de penser à la chirurgie bariatrique, il faut essayer d'avoir, en tout cas, donné toutes les chances de perte de poids à ces patients. Nous avons ainsi des ateliers pour obésité à l'hôpital. Alors, nous avons des ateliers pour les parents et les patients narcoleptiques chaque année. C'était là il y a 2 semaines, je pense, ou il y a 1 semaine chez nous. Il y a toujours un vif succès. On a de plus en plus de patients qui viennent avec leurs parents. Et cette année, nous avons eu un financement pour avoir un classeur, pour pouvoir mettre tous les documents pour les parents et les patients. Ainsi, ils peuvent regrouper le tout dans un classeur et ne pas arriver toujours avec leurs papiers éparpillés. Donc ça, c'était une bonne initiative. Et nos pharmaciens nous ont fait des fiches pour les différents médicaments utilisés dans cette pathologie, qui sont à la disposition en fait, de tous. Nous avons aussi monté des ateliers de transition entre l'adolescent et l'adulte avec l'équipe du centre de compétences pour les adultes. Et nous allons déposer finalement notre projet d'éducation thérapeutique aussi. Donc voilà. Donc en conclusion, la narcolepsie est une maladie neurologique rare, très invalidante, et on a tout intérêt à travailler ensemble avec les autres équipes, CRMR, CCMR, narcolepsie hypersomnie rare, mais aussi les autres spécialistes et les chercheurs, en relation avec l'association des patients, pour une meilleure prise en charge, pour une meilleure compréhension de la pathophysiologie de cette maladie, et aussi pour le développement de nouveaux tests diagnostiques et de traitement de la vigilance. Merci. Merci beaucoup. Bon, j'ai plus rien à dire, Patricia a tout dit. Je crois qu'elle a dit que c'était d'abord une maladie très pédiatrique, la narcolepsie. Pendant très longtemps, on pensait que c'était de l'adulte, mais tu as dit 50% d'enfants ou de début de la maladie dans l'enfance. On a des enfants qui ont entre 3, 5, 6, 7, 8 ans qui deviennent narcoleptiques du jour au lendemain.
Donc c'est une maladie qui pose des gros problèmes. Patricia l'a très bien exposé. Redoublement, difficultés scolaires, psychoéducation, problème avec son corps, comprendre la maladie, pourquoi on dort trop, pourquoi est-ce que c'est une maladie, pourquoi moi, etc. Donc on a vu ta journée, notre journée narcolepsie aussi à Robert Debré il y a 8 jours. Il y avait 100 personnes. Donc les gens ont vraiment besoin de communiquer autour de cette affection, qui est finalement pas si rare que ça, parce qu'on est dans les 1 pour 10 000. Mais si on voit nos cohortes, 300 à Robert Debré, peut-être, je ne sais pas, beaucoup à Lyon aussi. Donc 2 centres de référence pour la pédiatrie, c'est à mon avis vraiment un minimum, vu le nombre d'enfants et de patients qui sont touchés par la pathologie. Et en regard de ça, là je me suis concentré sur les traitements, mais ça c'est un papier de Yves de 2015, la situation n'a pas beaucoup changé. Si vous voyez ce qui se passe en pédiatrie, en fait il n'y a pas de recommandation pour le traitement médicamenteux pharmacologique de la narcolepsie chez l'enfant. Et ça c'était il y a 3 ans, mais on n'a pas beaucoup évolué, si ce n'est qu'on risque d'avoir rapidement une recommandation pour l'oxybate de sodium. Mais autrement, on est avec des molécules qu'on connaît ou qu'on croit connaître parce qu'on les utilise dans d'autres indications, y compris pédiatriques, mais pour lesquelles on n'a pas très peu d'AMM dans la narcolepsie pédiatrique. Donc ça, c'est pour vous montrer les traitements à disposition. Il n'y a pas trop de flèches. Donc vous avez des éveillants, des promoteurs d'éveil, comme le modafinil ou l'armodafinil, qui d'ailleurs n'est pas disponible en France. Mais le modafinil est très intéressant, c'est une molécule issue des laboratoires français, de la recherche française, et malheureusement on n'a pas le droit de l'utiliser en pédiatrie en particulier. Je montrerai qu'il y a une aberration à ce niveau-là. Ensuite, vous avez les stimulants, psychostimulants, essentiellement la ritaline, méthylphénidate, sous différentes formes, à libération prolongée ou non. Isabelle en a parlé tout à l'heure dans le Klein-Levin pour le Concerta. Vous avez la dexamphétamine ou les amphétamines, mais c'est uniquement sur ATU, donc difficile à proposer chez l'enfant. Et puis ensuite, vous avez des produits comme Mazindol, pitolisant ou oxybate de sodium, qui sont finalement des produits pour lesquels il y a un regain d'intérêt, comme le Mazindol, qui est un ancien produit, le pitolisant dont Patricia a parlé, qui est intéressant puisqu'il va utiliser des systèmes de nouveau, en particulier histaminergiques, et l'oxybate de sodium. En tout cas, pour les anticataplectiques, on a très très peu d'études. Vous voyez, on donne beaucoup l'invalafaxine, qui est un inhibiteur de recapture de la noradrénaline ou de la sérotonine ou de la fluoxétine, mais pour lequel on n'a absolument aucune étude chez l'enfant, mais on s'en sert comme anticataplectique. Voilà. Ici, c'est pour montrer que ces agents éveillants ou stimulants, ils sont utilisés dans d'autres pathologies comme le TDAH, un trouble déficit d'attention et hyperactivité. Donc les gens le connaissent dans le TDAH, mais ils ne connaissent pas forcément dans la narcolepsie. Donc ils savent que c'est un médicament qui est donné chez l'enfant, ou au contraire, ils savent que c'est un médicament qui est donné dans les troubles de l'attention, mais ils ne comprennent pas forcément pourquoi on le donne dans les troubles du maintien de l'éveil. Donc le modafinil, c'est spécial, puisque c'est un traitement qu'on utilise beaucoup en France, comme j'ai dit tout à l'heure, mais on a dû se démener un petit peu pour faire reconnaître son utilisation chez l'enfant, d'où cette lettre qui a été écrite par différents centres de référence et européens pour essayer de montrer que le modafinil chez l'enfant était une option thérapeutique intéressante. On a beaucoup de données issues des laboratoires Lafon, par exemple, avec ce produit, où on voit que plus de 933 enfants ont été exposés au modafinil dans des études sur le TDAH. Malheureusement, on n'a toujours pas la possibilité de l'utiliser dans la narcolepsie de façon, hors AMM, on l'utilise hors AMM. Voilà. Ici encore, on vous montre que 116 enfants ont été exposés au produit dans l'étude Céphalon sur l'ADHD. Donc, les études en population pédiatrique, avec les agents éveillants, on n'en a actuellement pas. Avec les stimulants dans la narcolepsie pédiatrique non plus. Avec les antidépresseurs à visée anticataplectique non plus, que ce soit l'invalafaxine ou les tricycliques.
Et avec l'oxybate de sodium, c'est la seule étude pour l'instant qui est terminée en pédiatrie. Je vais vous en donner rapidement les résultats. Et pitolisant, donc WAKIX, une étude pédiatrique en cours qui recrute actuellement et qu'on a quand même du mal à terminer, mais pour laquelle il faut absolument qu'on ait terminé les inclusions. Donc cette étude, pourquoi elle est intéressante? Parce que d'abord elle est terminée, elle va peut-être déboucher assez rapidement sur une AMM en pédiatrie en France avec l'oxybate de sodium, donc chez l'enfant et chez l'adolescent. C'est une étude qui a été menée dans différents centres que vous voyez ici, européens et nord-américains. Donc pour l'instant, a concerné des enfants entre 7 et 17 ans qui avaient tous un diagnostic de narcolepsie type 1, donc avec des cataplexies, ils avaient tous les critères requis, comme vous pouvez voir ici. Et donc ils étaient soit naïfs ou non du produit, et ils devaient avoir une fréquence de cataplexie bien déterminée. Et ils ont été, donc là vous avez le design du protocole. En réalité, bon, peu importe, mais ils étaient surtout randomisés après une phase de titration. Et certains étaient à ce moment-là dans un groupe sous traitement et dans un groupe sous placebo. On voit ici surtout le retentissement sur les cataplexies. Vous voyez que les sujets qui étaient dans le groupe de placebo se sont très nettement détériorés par rapport au nombre de cataplexies par semaine, par rapport à ceux qui étaient sous produit actif. Et ça se maintenait sur les 2 semaines d'évaluation du produit contre placebo. Si on regardait les scores de somnolence, on voyait la même chose, c'est-à-dire une amélioration, ou plutôt une détérioration des scores de somnolence des patients qui étaient sous placebo par rapport à ceux qui étaient maintenus sous produit actif, à savoir oxybate de sodium. Donc peu d'effets indésirables dans cette cohorte, pas d'effets indésirables graves, si ce n'est ceux qui sont rapportés ici, mais qui finalement n'ont pas eu de conséquences. Et les effets de discontinuation étaient non plus pas très marqués quand le produit a été retiré. Donc la conclusion de l'étude, c'était qu'on montrait une efficacité du traitement oxybate de sodium dans la narcolepsie pédiatrique avec cataplexie, à la fois sur la somnolence et sur les cataplexies elles-mêmes, avec un profil de tolérabilité et de sécurité qui était équivalent à celle qu'on retrouvait chez les patients adultes. Voilà, donc c'est quand même important cette étude parce que ça va permettre probablement une AMM en pédiatrie dans cette affection narcolepsie type 1. Ensuite, histamine, Patricia l'a évoqué, donc un nouveau produit, le pitolisant, qui est déjà utilisé chez l'adulte. Je pense qu'Isabelle pourrait donner toute son expérience de ce produit. Chez l'enfant, on a une étude en pharmacocinétique qui a été réalisée ici à Robert Debré, chez 24 enfants en narcolepsie type 1 et qui a montré le profil pharmacocinétique de ce produit qui donc est sans... il n'y a pas de particularité, qui a permis que soit débutée cette étude d'efficacité et de tolérance du produit sur une étude européenne, donc qui actuellement est en cours. Un mot d'autres produits possibles, Mazindol. Mazindol, c'est un ancien produit qu'ont beaucoup utilisé les narcoleptologues adultes et qui refait un petit peu surface. On a pu montrer que Mazindol était intéressant parce qu'il semble avoir une efficacité orexinergique, en tout cas sur les récepteurs à l'orexine, les 2, et donc un binding profile qui est de 30% sur ces récepteurs à orexine. Peut-être que ça expliquerait pourquoi, ça c'est un travail fait chez Isabelle Arnulf, pourquoi Mazindol est particulièrement intéressant dans narcolepsie et hypersomnie avec une efficacité sur la somnolence diurne excessive. Mazindol, on l'a proposé dans le TDAH pédiatrique il y a plusieurs années avec Eric Konofal.
Et dans cette étude, il a été montré que les enfants TDAH exposés à mazindol amélioraient très rapidement leurs symptômes de TDAH, donc les corps symptômes, hyperactivité, inattention, déficit d'attention. Donc fort de ce résultat, on a voulu montrer si mazindol était efficace chez l'adulte TDAH. Et ça, c'est une étude qui est publiée récemment dans une grande cohorte de patients TDAH aux États-Unis, où mazindol a été proposé à des adultes, cette fois, TDAH, sans somnolence particulière. Et on a regardé si le produit est efficace sur les symptômes d'hyperactivité. Et vous voyez qu'on obtient une taille d'effet de 1,09, ce qui est particulièrement efficace. Si vous regardez par exemple méthylphénidate, vous n'allez jamais dépasser 0,7 ou 0,8. Et là, vous avez un effect size qui est absolument remarquable. Peut-être parce que mazindol est un produit qui a une double action, peut-être orexinergique et peut-être dopaminergique. Voilà, d'autres produits qui vont sans doute se développer, qui sont déjà le solriamfetol dans la narcolepsie de l'adulte, mais qui vont peut-être venir dans la narcolepsie pédiatrique aussi. Ça, c'est un produit des laboratoires Jazz. Peut-être pas avant 2020 ou 2021, mais peut-être avec des options en pédiatrie. Et puis, on a parlé un peu de l'immunomodulation, des immunoglobulines. Moi, j'étais très attaché à ces traitements parce qu'on a besoin de traitements précoces dans la pédiatrie narcoleptique, parce qu'on voit des enfants, ils sont narcoleptiques depuis 15 jours et ils vont l'être à vie. Et on se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire que de donner des psychostimulants vie entière? Donc, il y a eu des tentatives, il y a eu les immunoglobulines. Ça, par exemple, c'est des enfants qui ont été traités par immunoglobulines, mais c'est difficile d'avoir un groupe contrôle. On n'a pas réussi à l'avoir. Donc, on a un petit peu fait comme on pouvait. On n'a pas montré que statistiquement, il y avait vraiment des différences dans les évolutions de ces patients. Mais je pense que c'est quand même des choses qu'on doit poursuivre. Par exemple, des échanges plasmatiques, je sais qu'Isabelle en fait, peut-être pas dans la narcolepsie, mais... Donc, en tout cas, avec nos collègues en immunologie, on a besoin de travailler sur les fondements un petit peu de la narcolepsie. Et peut-être, même si on arrive un peu tard, une fois que la maladie est déclenchée, de regarder si on ne peut pas trouver des traitements qui sont plus physiopathologiques. D'autres traitements peut-être, ça c'est aussi un traitement qui est en train d'être développé, le loflumide, qui est une molécule pas très éloignée du modafinil, qui est en fait un racémique, et dont on a montré qu'il était très efficace, en particulier chez la souris et le rat. Pour l'instant, c'est chez l'animal, mais peut-être que c'est aussi un traitement qui pourra être utilisé plus tard en clinique humaine. Voilà, et pour terminer, vous dire qu'en France, on a quand même des consensus. On a aussi des très bons traitements. Mais pour l'instant, on n'a pas vraiment de consensus en pédiatrie de la narcolepsie. Si vous regardez la prescription, le seul médicament qu'on puisse prescrire, c'est la Ritaline, mais on vous dit prescription de méthylphénidate autorisée en cas d'échec de modafinil. Or, modafinil, on n'a pas l'indication. Voilà, donc tout ça, il va falloir le résoudre. Et ensuite, savoir comment associer les traitements et les associer à la psychoéducation, les associer à toutes les prises en charge dont on a déjà parlé. Aussi travailler au plan européen, parce que ça reste une maladie rare. Il faut que, comme l'a très bien dit Patricia, les forces soient mises en commun. Donc aller vers des consensus internationaux, aller vers plus d'AMM chez l'enfant, plus d'essais cliniques probablement. Là, on a oxybate de sodium, mais il faudrait pouvoir terminer pitolisant. Et puis les molécules à venir, probablement, elles seront aussi dans le panel de ce qu'on pourra proposer aux enfants, parce qu'on ne peut pas traiter une maladie aussi complexe avec un seul produit ou même deux. Essayer de traiter tôt, puisqu'on voit les sujets très tôt après le début de la maladie. Donc c'est un des avantages dans la pédiatrie, qu'on puisse prendre en charge les patients très tôt. Voilà. Et puis les traitements agonistes aux orexines sont en train de se développer, mais pour l'instant c'est encore un petit peu futuriste. Donc j'ai terminé là-dessus. Merci. Merci beaucoup. Juste pour dire qu'il y a un PNDS qui est en cours d'écriture avec notamment
professeur Devilliers, je pense vous y êtes associé, où on notera toutes les histoires d'AMM, on fera un paragraphe spécifique, voilà, et pour toutes les recommandations aussi. Donc tout figurera dans le PNDS, qui sera un document qui servira voilà, de recommandation et qui sera opposable, alors pas, on va dire pas d'un point de vue légal, mais ça fonctionne, oui, mais je pense que le PNDS, de toute manière, c'est le seul document qu'on peut avoir en France pour, voilà, ça a fonctionné dans d'autres cas, pour défendre des HDJ, par exemple, dans le Huntington, chez Christophe Vernier-Angers, le PNDS a vraiment servi pour, voilà, donc je pense que c'est un document opposable qui peut vous servir à tous, exactement.